Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poker en 10 minutes. Aujourd'hui, je vais faire une présentation sur l'ICM, qui est un modèle de calcul qu'on va utiliser pour essayer de maximiser nos gains par rapport au nombre de jetons qui nous restent quand on atteint les places payées d'un tournoi de poker. Il y a effectivement pas mal de calculs qui sont derrière, mais aujourd'hui je vais pas faire de maths. Je vais plutôt vous présenter les conséquences, les implications de ce modèle-là, et vous faire une présentation de quelques exemples dans lesquels on a vraiment des situations d'ICM qui peuvent modifier la manière dont on est censé jouer les coups, pour essayer de prendre les décisions qui sont les plus profitables. J'ai plusieurs exemples à vous présenter, donc générique et on est parti. Alors, je vais commencer par vous montrer un coup qui ferait probablement hurler mon coach si je lui montre sans le contexte. On a seulement 14 blindes, on a assez peu de jetons, on a une magnifique paire de 10 au bouton, on a une relance à 2 grosses blindes à notre droite au cutoff, et ici, je décide de me coucher. Alors pourquoi se coucher ici? En termes de gestion de tournoi, c'est un désastre. On n'a pas beaucoup de jetons, et normalement j'ai vraiment qu'une seule envie, c'est de faire tapis pour les 14 blindes qui me restent. Dans le cas le plus simple, je vais récupérer 4 blindes de plus puisque tout le monde va se coucher, et donc je vais avoir passé mon tapis de 14 blindes à 18 blindes sans rien faire. Et même dans les situations où je suis payé, j'ai une main très forte qui va assez souvent être la meilleure, et j'ai une très bonne situation pour passer mon stack de 14 blindes à 28 blindes, et tenter de disputer la victoire finale. Mais ici on n'a pas fait ça, et la raison c'est que ce tournoi, c'est pas n'importe quel tournoi, c'est un tournoi qui est qualificatif pour une finale. Effectivement, le tournoi que je vous présente là, il a un format qui est très particulier, c'est-à-dire que les 100 premiers joueurs de ce tournoi vont remporter une place pour une finale qui se jouera plus tard, et ce, quel que soit le nombre de jetons avec lequel ils atteignent le top 100. Ça veut dire qu'ici, atteindre le top 100 avec 150 blindes ou avec 3 blindes, ça n'a strictement aucune importance tant que j'atteins le top 100. Donc en fait, la situation que je viens de vous présenter, on devait être autour de la 102 ou 103e place du tournoi. J'ai un stack de 14 blindes qui me laisse encore le temps de voir venir, et je suis certain à 100% d'assurer ma qualification pour la finale si je couche toutes les mains, alors que ce ne serait pas le cas si je prends des risques à faire tapis avec une main comme paire de 10. On a toujours la possibilité de se faire payer par un joueur qui a une meilleure main que la nôtre, il y a même toujours une probabilité pour qu'un joueur nous paye avec une main moins bonne mais qu'on n'ait pas de chance sur les cartes qui tombent au milieu et qu'on se fasse éliminer. Et ici ce serait catastrophique d'avoir 14 blindes à 2 places de la qualification, et de venir tout gâcher en faisant tapis et en perdant un coup dans lequel on est favori alors qu'on avait juste à coucher toutes les mains et à assurer notre place en finale. Si je force le trait, ici, à condition qu'on ait des joueurs qui ont une blinde ou 2 blindes à d'autres tables bien sûr, je pourrais même me permettre de coucher une paire d'as. Et je sais que coucher paire d'as au poker c'est un peu indécent, mais finalement ça peut être le bon choix. Si jamais vraiment le nombre de jetons que vous avez devant vous n'a aucune importance et qu'on joue uniquement une qualification, vous n'avez aucun intérêt à prendre des risques avec une paire d'as, vous pouvez vraiment vous permettre de coucher 100% des mains. Alors je fais une petite parenthèse pour ceux qui connaissent le tournoi Team Pro Experience, effectivement, le tournoi va continuer une fois qu'on a atteint le top 100. Et les joueurs qui feront une meilleure place que d'autres vont recevoir plus d'argent à la fin, donc ici on n'est pas vraiment dans une situation où tous les joueurs du top 100 remportent la même chose et où tous les autres ne remportent rien. Donc effectivement dans ce cas précis j'aurais pas couché une paire d'as, le but c'est quand même aussi de monter des jetons pour essayer de disputer la victoire finale. Mais comme l'objectif premier du tournoi, en tout cas pour moi, était vraiment de qualifier la finale, je suis complètement ok avec le fait de folder une main comme paire de 10 ici. Fin de la petite parenthèse, on revient au concept d'ICM. L'ICM, c'est quelque chose à laquelle on va absolument pas prêter attention pendant la grande majorité d'un tournoi. Le seul moment où on va y faire attention, en fait, c'est quand on va rencontrer un palier. Alors un palier, qu'est-ce que c'est? Un palier, c'est le moment où l'élimination d'un joueur va faire que pour tous les autres joueurs encore en course, ils vont remporter plus d'argent ou ils vont remporter quelque chose. C'est-à-dire que si vous êtes dans un tournoi où les 100 premiers gagnent quelque chose, le palier ça va être le moment où vous êtes encore 101, c'est-à-dire que l'élimination d'un joueur de plus va provoquer un gain plus important pour tous les joueurs qui restent. Des paliers vous en avez des très importants comme des complètement négligeables, et les deux types de paliers qui vont le plus nous intéresser, ça va être en premier celui qu'on appelle la bulle, et ensuite tous ceux qui vont se dérouler en finale d'un tournoi. Parlons d'abord de la bulle. Alors, la bulle, c'est le palier où on a un dernier joueur qui ne remporte rien du tout et où tous les autres joueurs sont assurés de faire de l'argent. C'est un palier super important dans un tournoi parce que ça détermine si oui ou non votre tournoi va être rentable ou pas. Si vous êtes le dernier joueur éliminé au moment de la bulle, on parle de faire la bulle, vous gagnez 0 et vous regardez tous les autres joueurs encore dans le tournoi gagner tous de l'argent. Faire la bulle ça peut être particulièrement frustrant, et c'est même un palier tellement important que dans l'organisation des tournois, pour éviter que des joueurs ne gagnent du temps et passent simplement leur temps à attendre que les autres joueurs jouent, on a quelque chose qui s'appelle le main par main, c'est-à-dire que chaque table ne peut commencer une nouvelle main que quand toutes les autres ont fini la précédente. Ça évite des situations où on a des joueurs qui restent juste là à attendre que le temps passe, pour essayer de faire éliminer d'autres joueurs avant eux.
Globalement, personne n'a envie de faire la bulle, et vous pouvez vraiment bénéficier de la bulle si vous êtes le plus gros stack à votre table, et donc que vous n'avez aucun risque d'élimination. Si vous avez plus de jetons que tout le monde à votre table, vous pouvez relancer quasiment 100% des mains, et les autres joueurs vont avoir très envie de se coucher avec tout et n'importe quoi, simplement parce qu'ils ne veulent pas se faire éliminer au moment de la bulle. Évidemment, je caricature un petit peu, vous n'allez pas gagner non plus tous les pots si vous avez le plus gros stack à votre table, mais en tout cas, ça vous permet d'appliquer une pression sur les autres joueurs au moment de cette bulle, qui vous est évidemment bénéficiable. Les deuxièmes paliers les plus importants dans un tournoi, c'est ceux qu'on va rencontrer en table finale. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que c'est ceux qui valent le plus d'argent. Je vous illustre ça avec un exemple. Ici, on est en table finale d'un tournoi à 50 € et je vous affiche sur le côté les gains qui sont associés à chaque position. J'ai volontairement choisi un tournoi un peu cher pour que les sommes que représente chaque palier vous paraissent énormes, mais en réalité il faut rapporter ces sommes au prix d'entrée du tournoi. On aurait donc exactement les mêmes calculs sur un tournoi à 1 € ou 2 € avec simplement des montants plus faibles. Vous voyez qu'ici les paliers sont très significatifs et que donc ici en table finale, on a vraiment envie d'assurer la meilleure position possible pour remporter autant d'argent que possible. Mais en réalité, quand on a un petit stack, comme ça va être le cas du joueur qui s'appelle le Minotaur et de moi-même, l'ICM ça va pas avoir beaucoup d'impact. Parce que de toute façon, avec le faible nombre de jetons qu'on a, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse respectivement 7ème et 6ème. On a assez peu de pression parce que l'élimination rapide d'un joueur qui a 4 blindes ou d'un joueur qui a 7 blindes est assez prévisible. Le joueur qui va subir le plus d'ICM ici, c'est le joueur qui s'appelle Tintovino, qui est de cran à ma gauche. Lui, il a un nombre de jetons qui est très important, mais qui n'est pas le leader, et si jamais il devait se retrouver dans un coup à partir à tapis contre Bloody Spew et qu'il venait à perdre ce coup, ce serait absolument catastrophique pour lui. Avec le nombre de jetons qu'il a, il est censé pouvoir assurer la 2ème ou au moins la 3ème place, et s'il devait faire 7ème sur cette table finale, il perdrait ici énormément d'argent. C'est donc dans ce type de situation que va s'appliquer une pression qu'on appelle la pression ICM, et qui va devoir inciter Tintovino à jouer un peu moins de mains tant que au moins un ou deux joueurs n'ont pas été éliminés. Alors attention, ça veut pas dire qu'il doit s'arrêter de jouer complètement non plus, mais c'est vrai qu'en ayant en plus le leader du tournoi qui joue directement après lui, il va subir énormément de pression et il a une position qui n'est vraiment pas confortable. En fait, en situation de table finale, le seul joueur qui ne subit pas du tout de pression liée à l'ICM, c'est le joueur qui est dernier. Le joueur qui est dernier, lui de toute façon, son but ça va être de remonter des jetons aussi vite que possible, et lui il ne peut que bénéficier si un autre joueur se fait éliminer avant lui, parce qu'il était supposé faire dernier de cette table, et que tout joueur qui se fait sortir avant lui va lui faire virtuellement gagner de l'argent. Le seul joueur ici qui peut jouer au poker à peu près normalement, c'est donc le joueur qui s'appelle le Minotaur. Sur ce coup, il va même se passer quelque chose de très spécial, et je vous montre. On a un fold de Chatoyer en premier de parole, le Minotaur décide non pas de faire tapis mais de miser uniquement 4 blindes, PlayStation à ma droite se couche, et moi ici j'ai une décision qui est un petit peu technique. Le fait que le Minotaur soit rentré dans le coup, ça me conforte dans l'idée que j'ai envie de partir à tapis avec cette main-là. Si jamais le Minotaur et moi on se fait tous les deux éliminer par un joueur qui est plus gros que nous, alors l'ordre des positions sera conservé et je ferai 6ème tandis que le Minotaur fera 7ème. Je ne vais donc pas perdre un palier si je me fais éliminer en même temps que le Minotaur, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Mais ici le Minotaur il a rusé un petit peu, il n'a pas fait tapis, il a simplement misé 4 blindes. Donc si jamais je fais moi-même tapis et que je suis payé disons par les 3 joueurs à ma gauche, situation assez dramatique, le Minotaur pourrait décider de se coucher et de conserver seulement 0,2 blindes. Il pourrait alors bénéficier de 2 éliminations tandis que lui n'est pas dans le coup, et même s'il se fait éliminer à coup sûr en 5ème ou en 4ème place, il aura gagné beaucoup d'argent avec son mouvement. Ici j'ai donc décidé de simplement payer sa mise, avec dans l'idée que si jamais et Tintovino et Bloody Spew décidaient tous les deux de partir à tapis, il me reste encore 3 bébés et je pourrais potentiellement me coucher. Moi-même je ne suis finalement que 6ème du tournoi, et si jamais je peux gratter la 5ème place de cette manière-là, alors il faut que je le fasse. Bon, dans ce cas précis, ça n'a pas servi à grand chose de faire ça, tous les joueurs à ma gauche se sont couchés, et on se retrouve dans un pot contre le Minotaur, et ici évidemment on va partir à tapis l'un contre l'autre, il n'y a plus de question. Mais il faut bien se rendre compte que si jamais les deux joueurs à notre gauche avaient décidé de faire tapis ici, eh bien notre décision la plus profitable ça aurait été de ne pas jouer, et donc de gaspiller 60% de nos jetons pour potentiellement quand même remporter un palier. Je vous montre la fin pour pas vous laisser le suspense, valet 6-5, notre adversaire fait tapis 0 de blinde, évidemment on ne peut pas se coucher, et il se trouve qu'il avait seulement roi 7, on a de la chance, et on remporte le coup, et donc la 6ème place est assurée. Voilà pour ces quelques exemples d'ICM, j'espère avoir rendu ça assez clair. En dernière remarque, je voudrais quand même aussi dire qu'il faut pas non plus hypothéquer complètement ses chances de remporter le tournoi. C'est-à-dire qu'effectivement c'est bien d'être prudent pour ne pas perdre des paliers qu'on aurait pu facilement sécuriser quand on a un stack qui est assez important passer la bulle, mais il ne faut pas non plus être complètement paralysé par l'enjeu et arrêter de tout jouer. Il faut quand même pas perdre de vue non plus que la place dans un tournoi qui va vous rapporter le plus d'argent, eh ben c'est la première. Et que si vous sacrifiez complètement vos chances de victoire pour vous assurer de finir 3ème, eh ben effectivement vous avez de bonnes chances de faire
faire 3ème, mais ce sera peut-être un peu dommage si vous aviez un stack qui avait des chances de disputer la victoire quand même. Il faut donc trouver un équilibre, éviter de se mettre dans des spots qui sont complètement bancals avec des mains moyennes et dans lesquelles on a beaucoup à perdre, mais il ne faut pas non plus complètement arrêter de jouer les mains les plus fortes. Tout l'équilibre qui est à trouver, il va dépendre de l'écart que vous avez avec la première place, mais aussi de l'écart que vous avez avec la dernière place. C'est là que les maths commencent à rentrer en compte, mais pour ce format, on va garder des explications assez simples. Je ferai peut-être une autre vidéo avec plein de calculs si vous devenez tous des cracks de l'ICM. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, merci beaucoup de continuer à suivre la chaîne, ça me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas à parler de cette chaîne autour de vous, si vous avez des amis qui aiment le poker, si vous avez envie de partager quelque chose qui vous plaît, ou même si vous avez envie de leur faire découvrir quelque chose. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du Poker en 10 minutes. Salut à tous!